Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, on travaille sur quelque chose que je me disais toujours que je ne retravaillerais plus. Les fameux écrans cathodiques, les CRT. Et non, CRT, ça ne veut pas dire petit chaton rayé tourmenté. Donc, oui, ce que j'ai à côté de moi, c'est un gros 25 pouces K7100. Come over here, big boy. Alors, il y a de ça quelques années, disons peut-être 1 an et demi, 2 ans, je m'étais dit que je ne travaillerais plus des écrans cathodiques. J'ai même jeté des tubes, me suis débarrassé de châssis. Là. Je veux dire, j'ai fait ce que certains pourraient qualifier d'innommable, mais quand on a passé des heures et des heures sur un écran cathodique sans aucun succès, on vient en avoir un petit peu ras-le-pompon. Mais ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'y retouche, c'est qu'au McFly, on a présentement la Dragon's Lair 2 et la Sunset Rider avec des écrans 25 pouces. Et c'est chiant de trouver des écrans LCD pour les remplacer parce que quand on met des LCD dans ces bornes-là, ben, le meilleur des cas, c'est de trouver des formats 4.3. Mais les formats 4.3 se sont arrêtés à peu près à 20 pouces. Le format standard qu'on trouve le plus, c'est des 19. Et quand c'est possible, je vais mettre un écran 19 pouces 4.3 dans une borne régulière. Mais bon, pour la Dragon's Lair, c'est quand même intéressant d'être capable d'avoir un écran medium res, 25 pouces, fonctionnel. Alors, j'ai eu l'opportunité d'en trouver un chez un client qui, lui, était prêt à mettre un LCD dans sa borne. Et puis, j'ai récupéré l'écran qui ne fonctionne plus. Quelle surprise! Alors, on va aujourd'hui se réattaquer et j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la restauration d'un K7100 il y a ça à peine quelques semaines pour la fameuse Dragon's Lair du McFly. Et après avoir vraiment rushé comme un damné, en tout cas, je vous conseille d'écouter le McFly épisode 9 si vous voulez voir comment on peut se battre sur un châssis d'écran. J'ai dû facilement le retirer et le remonter une dizaine de fois, là. À force de faire essai-erreur, puis suivre le flowchart, faire des tests de B+. Ah, c'est vraiment pas cool. C'est pas rentable, pas en tout. Pour un hobbyiste, ça vous tente, vous avez la patience, go, amusez-vous à essayer de réparer des cathodiques. Pour ma part, c'est pas rentable et surtout, ce qui est le plus choquant, c'est qu'on est loin d'avoir une possibilité de taux de réussite de 100%. Et en ce moment, je ne prends que des contrats avec lesquels je peux avoir un taux de réussite de 100%. Alors, dans ce cas-ci, ben, je me lance encore dans le vide, sans filet, mais avec un peu plus d'expérience, parce qu'on apprend toujours un peu plus. Alors, je commence à connaître de mieux en mieux le K7100. Et puis, celui-là est solidement dégueulasse. Alors, je tiens à vous le présenter pour l'instant. Alors oui, il est dégueu et... je voudrais bien savoir en quel honneur il est arrivé à un moment donné, quelqu'un qui a dit « Tiens, je vais complètement gluer ce flyback dans un amas de semoule de colle chaude, comme ceci. Un flyback, parfois, je sais que ça peut... il a même mis de la colle chaude sur le screen en disant « Non, je veux pas qu'on puisse réajuster un jour la luminosité. » Quel rapport? Focus. Alors, bref, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est dit « Tiens, il a fendu, je vais mettre de la colle chaude dessus, ça va régler le problème. » Alors, j'ai déjà pu faire un petit peu d'investigation sur le flyback et j'ai pu me rendre compte que, oui, encore une fois, le hot semble court-circuité et le IC3 aussi. Alors, j'y suis allé en mode shotgun, encore une fois. C'est-à-dire que j'ai commandé non seulement un kit de condensateur, j'ai commandé aussi le flyback, le hot, le IC3 et le filter cap. Le filter cap, c'est celui-là que je n'ai pas changé dans celui de la Dragon's Lair en ce moment. Et c'est peut-être ce qui fait en sorte, quoique j'en doute, en ce moment, la Dragon's Lair, son écran perd en luminosité à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. L'écran devient de plus en plus noir jusqu'à temps qu'il devienne complètement noir. Quand Marc était venu m'aider avec l'écran, on avait fait un test de Rejuven. On n'avait pas regardé nécessairement tous les paramètres, mais les canons semblaient bons. Et puis, quand l'écran fonctionne bien, le rouge, le bleu, le vert, ils sont tous là. Alors, c'est un petit peu intriguant de savoir comment ça se fait que l'écran perd toute sa luminosité. Il y aurait à investiguer là-dessus.
Mais j'ai envie quand même de faire le 7100 aujourd'hui. Ça va permettre de faire des tests parce que j'ai quand même une bonne confiance que je vais être capable de le ramener. Et puis, une fois qu'il va être fonctionnel et que je vais l'avoir testé sur le tube, là, c'est ça qui est le fun. J'ai un tube à portée de la main. Alors, je vais faire du stress test ici en labo. Et puis, une fois que ça va être sûr que ça fonctionne, on pourra faire premièrement un swap de châssis dans la Dragon's Lair pour voir est-ce que c'est le châssis ou c'est le tube. Et dans un cas ou dans l'autre, on fera après ça des swaps de tubes. Alors, des K7100, ça ne court pas les rues et on n'a jamais de trop en ce moment. Alors, je trouve que c'est une bonne chose d'essayer de le ramener. Alors, là, sans plus tarder, je vais vous montrer justement les pièces dont je parle que j'ai commandées. Je commande sensiblement toujours de Arcade Shop LLC mes pièces à ce cher Stephen Gregory. Ça fait des années que j'y achète du matos. Et puis, ce que j'ai ici, entre autres, c'est les filter caps. Ce n'est pas des valeurs très communes. On parle quand même de 560 microfarad, 200 volts. C'est pas le genre de truc qu'ils ont en stock chez Protechnic ou autre boutique électronique. On a flamboyant flyback. Encore une fois, celui-ci, c'est ça. Celui-ci est quand même différent, c'est-à-dire normalement un flyback de K7100, les deux fils viennent de par en dessous. Donc le fil noir qui vient se connecter sur le neckboard ici est en fait maintenant sur cette pièce third party, le fil blanc qui sort sur le dessus. Et ça, j'en ai la confirmation. Et puis le kit de condensateur ce qu'il me semble tout du Nichihan 105 degrés Celsius. Exactement, donc ça c'est bien. Et puis là-dedans, j'ai le IC3 et le Hot. OK, alors, là, je suis un petit peu intrigué à savoir si je lui donne une douche dans le bain, dans la cuve, parce que j'ai envie de pouvoir l'essayer directement aujourd'hui. Et puis, je ne cacherai pas que oui, faire un bain de châssis, c'est beau, c'est propre, c'est essentiellement esthétique. Ça aide quand même un peu à prévenir l'accumulation future de saleté. Mais je vais y aller quand même plus à la main pour le nettoyer. Je vais quand même le ramener de beaucoup plus propre. Okay, c'est drôle ça, la résistance ici a été changée. Il y a même la vis ici. On dirait que cette résistance-là a déjà été changée dans sa vie. Les soudures sont correctes. Ouais. Alors, j'ai envie d'être capable dans la même capsule de faire non seulement tout le travail, mais aussi de pouvoir tester l'écran. Et quand on trempe complètement un châssis, il faut attendre, il faut non seulement le sécher rapidement au compresseur, mais c'est pas mauvais d'attendre même un petit peu quelques heures, si ce n'est quelques jours, pour être sûr qu'il est complètement sec avant de mettre le courant dedans. Vous savez, le concept de l'eau qui conduit le courant, ben c'est ça. Alors, je vais faire du time-lapse pour vous montrer. Ah, puis une des choses que je vais faire aussi, en plus de non seulement changer tous les condensateurs, je vais rajouter le connecteur qui se trouve ici, qui est manquant et qui est nécessaire pour la Dragon's Lair 2. Parce que, fait important à mentionner, le board de conversion vidéo qui part du laserdisc vers l'écran dans la Dragon's Lair 2 est organisé pour communiquer à un 7100. Alors, je suis vraiment chanceux d'avoir un 7100 en ce moment parce que c'est sensiblement le seul modèle d'écran compatible pour aller dans la Dragon's Lair 2 du McFly. Alors, c'est vraiment un must d'en avoir un de spare, disons. Mais pour ça, j'ai besoin du connecteur manquant ici. Alors, je l'installerai un. Sans plus tarder, ça fait déjà un bon 10 minutes que je parle. Allez, time-lapse.
tous les condensateurs. Pendant que je faisais le time-lapse, c'est bizarre, j'ai un drôle de bug avec mon téléphone. Il prend des photos tout seul. Il prend des photos à retardement. Ça fait comme... Puis là, à un moment donné, je me suis tanné d'entendre des clics pour rien. Fait que j'ai arrêté ça là. Si quelqu'un a une piste de solution, ouais, je serais content de l'entendre. Alors, les nouveaux condensateurs sont mis, ainsi que le nouveau filter cap. Regardez-moi ça, hein? Vous avez mis la petite motion? Oui. Alors, je tenais à mentionner qu'une des choses qui est assez surprenante et le fun sur ce châssis-là, c'est le Horizontal Width Coil. Ça ajuste l'horizontale de l'affichage sur l'écran. Très souvent, sur un écran cathodique, l'écran vient à rapetisser sur les côtés. La seule façon de l'agrandir, c'est en mettant un outil de plastoche de ce type-là à l'intérieur et on tourne. Et puis, 100% du temps, en fait non, 99,9% du temps, ce truc est pété. Et ce n'est pas le cas ici. C'est le fun parce que cette pièce-là ne se fait plus et est très difficile à trouver. Alors, sinon, dans le cap kit, j'avais pas les bipolaires comme il y avait dans l'autre kit que j'avais acheté, mais c'est plus ou moins grave. Reste que, voilà, c'est pour ça que ces trois-là ne sont pas changés. Aussi, après une double vérification, je me rends compte que j'avais mis une mauvaise valeur à un certain endroit. Ah, que c'est bien de se revérifier. De plus, bon, écoutez, je vais quand même prendre le temps de rappeler comment on fait ça, un cap kit. Alors, voici un condensateur pour le fun. Remarquez que sur un condensateur, il y a une patte plus longue que l'autre. Alors, ça veut dire que c'est le positif. La patte plus courte, c'est le négatif. Et normalement, il y a même une bande claire qui va indiquer le sens de la patte négative. Alors, c'est très important lorsqu'on enlève un condensateur de s'assurer que la polarité est respectée. Et on dessoude, on enlève l'ancien, on met le nouveau, on coupe les pattes, on respecte la polarité et on passe au prochain. On n'enlève pas toutes les capes, puis après ça, on met les nouveaux. C'est sûr que si on a acheté un bon kit de condensateur, ça vient avec le code pour dire genre le condensateur c'est 23, la valeur c'est le 47 UF, nanana. Mais reste que c'est mieux d'y aller une fois, un condensateur après l'autre, comme par exemple le G07. Il y a une erreur d'impression sur le PCB. C'est indiqué que c'est positif d'un bord et c'est négatif de l'autre. Alors, il faut être capable de se référer sur la position originale du condensateur avant de le changer. Là, je suis rendu à changer le Horizontal Output Transistor, qui est ici, le D1398, et mettre le nouveau IC3, parce que lui, quand je l'ai testé, j'ai vu qu'il y avait un short aussi sur deux des petites pattes. Bref, ce châssis-là a besoin d'amour, vraiment, là. J'ai installé le nouveau hot et le nouveau IC3. Le hot ancien était inévitablement shorté. J'ai checké, il y avait de la continuité sur toutes les pattes. Donc, c'était très probablement ça le problème. Celui-là, je pense que finalement, il était peut-être en shape, mais c'est pas bon, c'est pas mauvais de le changer pareil. Là, je suis rendu à mettre des nouveaux connecteurs ici. Pour ça, j'utilise ce genre de truc qui s'achète sur Great Plains Electronics. Je coupe la bonne longueur et je l'installe. Et je vais mettre une nouvelle fuse aussi. On touche à la fin maintenant. Le nouveau connecteur est installé. La nouvelle fuse est installée aussi parce que l'autre est sauté. Alors vraiment, ça allait mal. Alors, il reste à installer le flyback exactement dans la position ici. J'essaie de mettre le flyback toujours en dernier parce que vu que c'est quand même assez pesant et qu'on fait beaucoup de flips de châssis, ben, ça peut générer peut-être d'éventuels bris ailleurs. Alors, il faut être vraiment précautionneux quand on déplace ce truc-là parce qu'on peut causer des soudures, on peut casser des soudures à force de le manipuler d'un côté puis de l'autre. Alors, une des choses que je vais faire, entre autres, pour être capable d'installer le flyback, il faut installer ici la petite capsule de plastique blanche qui, à travers le temps, sèche et devient très frêle. Alors, il faut y aller super délicatement pour ouvrir ça. Je vous montre de quoi ça a l'air à l'intérieur. Ce K7100 est un petit peu différent de celui que j'avais eu à faire précédemment. L'autre que j'avais eu à faire, il fallait que j'insère le fil à l'intérieur de deux petits dômes de métal et qui étaient pris en serre. Dans ce cas-ci, c'est simplement un fil à souder. Alors, je le dessoude, j'installe celui-ci et je remets la petite capuche de plastique. Évidemment, préalablement, j'enfile le fil dans la capuche. Et puis aussi, j'ai préservé l'ancien connecteur rouge de l'ancien flyback pour être capable de le rebrancher sur le neckboard de cette façon. Alors, j'ai simplement fait un petit rajout comme ça, parce que j'aurais pu prendre ce fil-là et le souder direct, mais j'aime le fait d'avoir un connecteur qui s'enlève facilement. J'ai terminé un nettoyage en surface du tube. Je suis maintenant rendu à installer le châssis à l'intérieur de celui-ci.
Je l'ai déjà dit, je le redis, ça aurait été tellement magnifique à une certaine époque que les fabricants de tubes s'entendent et de châssis s'entendent sur un standard de connexion, un peu comme ils l'ont fait pour les arcades JAMA, où ce qu'on n'aurait rien qu'à faire des clouc-clouc de châssis. Mais ce n'est pas le cas. Alors, par exemple, pour ce châssis-là, voici en détail chacune des étapes. Là, je fais simplement glisser le châssis et le maintenir en place par les deux vis ici. Première connexion, allons-y avec le yoke. Le yoke, c'est toute la section ici qui vient se visser sur le tube. Alors, il y a un connecteur hyper ultra mal placé. Juste ici, c'est d'une ignominie sans nom d'avoir fait ça comme ça. Alors, on verra pas bien, mais juste entre le fameux pot d'ajustement, ici d'ajustement latéral, et les condensateurs et les trucs de flyback, il y a quelques pins et il y a un espacement différent entre les pins externes qui fait en sorte qu'il y a juste une seule façon de le mettre. Et si je me rappelle bien, c'est le rouge vers moi. Et là, alors ça rentre extrêmement serré et c'est particulièrement difficile à retirer. Et c'est pour ça que c'est facile de casser, entre autres, le tube d'ajustement de la largeur de l'écran, parce que quand on tire, on peut vraiment facilement l'accrocher et le péter. Après ça, on va installer le neckboard qui est juste ici, qui lui fait simplement se glisser à l'intérieur. On y va comme ça, par petits à-coups. Évidemment, on ne donne pas un seul gros coup. Il risque de péter les trucs. Je vais tout de suite mettre le petit board de contrôle vidéo. Alors avec ça, on ajuste le positionnement horizontal, vertical, le vertical hold, le black level, vertical size et les contrastes. Alors ça, c'est très pratique, entre autres pour les arcades comme Dragon's Lair. Ce petit board-là vient se loger accessible par le panneau de contrôle, ce qui fait qu'on peut ajuster plusieurs ajustements de l'écran à même le panneau de contrôle, donc en ayant l'écran face à nous. Parce que la majorité du temps, les knobs d'ajustement sont ici derrière et ça doit se faire à l'arrière de l'écran. Et ça prend un miroir pour regarder l'écran pour voir si nos ajustements sont bons ou non. Vraiment pas l'idéal. Alors après ça, j'ai mon petit fil ici. Je me suis fait un petit connecteur. Normalement, c'est un fil qui est soudé sur le neckboard. C'est encore une fois vraiment pas pratique. Alors je me suis fait deux petits connecteurs ici qui me permettent de détacher le truc, détacher et rattacher à mon bon loisir. Après ça, j'ai la ventouse du flyback qui, elle, vient se loger sur le trou. Est-ce qu'on le voit? On va lever un peu. Alors ça, c'est la fameuse zone où il est possible de prendre une grande décharge électrique si l'écran est chargé de voltage. Et c'est là qu'il faut faire la décharge au moment de retirer un châssis d'un écran. Dans ce cas-ci, l'écran n'a pas été allumé depuis très longtemps et est déchargé de voltage depuis un bon moment, donc je n'ai aucune crainte à le manipuler. Après ça, il nous reste le fil de dégaz qui est juste ici. Normalement, c'est deux petits fils qui n'ont pas de polarité. Alors, il s'agit simplement de l'insérer comme suit sur les bornes. Aïe, aïe, aïe. Après ça, il va y avoir d'autres connexions à faire quand je vais vouloir tester l'écran, comme par exemple l'alimentation qui vient se brancher ici. Il va y avoir le ground. J'ai un fil de ground juste ici. Alors, j'ai le ground, j'ai l'alimentation et je vais avoir un signal vidéo en plus à venir connecter. Sinon, si je fais une petite révision, rapidos, tout semble à la bonne place. Ouais, ok, ça fait que là, je suis rendu à me faire un petit bench test pour être capable de tester l'écran. Pour ce faire, je vais devoir alimenter l'écran à travers un Isolation Transformer. J'aimerais ça utiliser ma petite mallette, ma petite valise arcade, mais en ce moment, vu qu'elle fonctionne avec LCD, je n'ai pas de transformateur d'isolation me permettant de brancher un écran cathodique dessus. D'ailleurs, c'est mentionné ici, il est nécessaire d'utiliser un transformateur d'isolement. C'est écrit sur le petit fil là. Voyons, je me suis rentré de quoi dans le doigt? Ça fait mal. Ok, ça fait que je vais m'arranger pour être capable d'alimenter ça, sortir ma petite valise pour y donner un signal vidéo et on regarde si ça marche.
On est à quelques instants de faire le test de démarrage de l'écran. Pour ce faire, je me suis installé une table avec ma petite arcade portative dans la valise. J'ai branché mon board JAMA Twin Eagle, que j'aime beaucoup parce qu'il est petit, JAMA. Et j'ai plugué mon signal vidéo avec mon adaptateur. Lui, normalement, va dans mon convertisseur LCD ici. Mais dans ce cas-ci, mes fils s'en vont en signal RGB directement dans l'écran. J'ai mis un Isolation Transformer. Je me suis soudé un fil d'alimentation. J'ai vérifié qu'il me donnait un voltage correct à la sortie. Alors, très souvent, un Isolation Transformer, l'input est ici et l'output là, que lui, j'ai connecté dans l'écran, ici. À part ça, il va me rester finalement... OK, ça fait que si on y va dans l'ordre, je vais brancher mon board. Là, ce que j'ai fait, c'est brancher, en fin de compte, ma petite borne JAMA. Alors, présentement, elle est à on. Il n'y aura pas de signal vidéo qui va se rendre dans le LCD, parce qu'il s'en va là. Mon board est alimenté ici présentement. J'ai fait toutes les vérifications d'usage. En tout, il y a à peu près 10 connexions pour l'écran en arrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 le yoke, 6 le dégaz, 7 l'alimentation, 8 le ground, 9 le board de contrôle vidéo et 10 le signal vidéo. OK, fait qu'il reste à brancher et à souhaiter pour le mieux. Voilà. Allons-y. Hop là, fuck away. Bon, super. J'ai niqué quoi. Eh ouais. Je fais pas de montage. C'est du real time. Ça l'a pété. Il y a quelque chose de shorté. Big time. Oh, la fumette. Super. Alors, comme quoi, on a beau se préparer comme tout. Est-ce que, crif, c'est le yoke qui a sauté ou qu'est-ce qui a sauté comme ça? Ça l'a big time cramé. Oh là 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 là, j'avais pas besoin de ça. Cathodique, hein? Elle dit, ouais, le bon vieux feeling cathodique. Ben voilà. Ça fait 3h30 que je travaille là-dessus, puis même avec le meilleur de mes connaissances, le meilleur des préparations, ça marche pas. On va essayer de voir quand même qu'est-ce qui a pété. Je déballe tout ça et je vous montre. J'ai enlevé le châssis, je l'ai inspecté avec intensité, j'ai rien vu de brûler. Je suis allé voir sur la vidéo au moment où ça pète et ça semble réellement venir du yoke ici. Alors je me suis dit, tiens, n'est-ce pas une bonne occasion pour vous montrer qu'est-ce qu'un yoke et comment ça s'enlève. Alors ça implique de dévisser les anneaux de métal qui sont là. Et évidemment, ça arrive régulièrement qu'en usine, ils mettent une bonne couche de colle chaude là-dessus pour éviter que ça bouge. Alors, il faut décoller ça. Là, ce que je suis en train d'enlever ici, c'est les anneaux de convergence. Ça, ces anneaux-là, ça sert à ajuster la convergence des couleurs verte, rouge et bleu. Alors, si parfois vous avez un rouge qui bave, ou un vert ou un bleu, ben, c'est dû à ces anneaux-là. Qui d'ailleurs, tiens, il y en a un de pété ici. Très dommage. Alors, ça, ce que vous venez de voir de péter, c'est juste la petite poignée qui permet en fin de compte de faire tourner le disque. On veut l'ajuster. Là, moi, ce que je veux, c'est être capable de retirer tout ça. Ah, je vous cacherai pas que j'ai un petit peu le moral à terre. Un petit peu pas mal. J'espérais vraiment être capable d'avoir une belle image, franche et nette, et d'être capable d'amener ça au McFly à Zap et mettre ça dans la Dragon's Lair et dire qu'on avait fini avec ça. Ok, je vous reviens quand j'ai réussi à enlever ça. Alors, j'ai réussi à dégommer tout ça. Et étrangement, tout ce qu'on a à faire, c'est le retirer. Et regardez-moi ça. Et même chose pour le yoke aussi. Et oui, saviez-vous que ça fait simple, c'est simplement appuyé. C'est tenu en serre par la vis et appuyé sur le tube. Le tube, regardez-moi ça. Alors voilà ce qui a cramé, voici ce qui a brûlé. C'est à l'intérieur, en fin de compte, du tube. Et ça veut dire qu'on a un tube de pété, là.
Ouais, ça veut dire que c'est finito, le tube. Formidable. La vie est extraordinairement fantastique. OK. Alors, ma question est, est-ce que le tube avait déjà cette défaillance et ce qui avait entraîné le châssis dans la mort une première fois? Ou est-ce que si je prends ce châssis reconditionné-là et je le mets sur le tube du McFly, est-ce que ça va faire sauter le tube aussi de la même façon? Ou c'était vraiment propre aux anneaux de convergence qui étaient pétés? J'ai jamais vu ce type de problème-là. Pour être franc, si quelqu'un se connaît plus que moi sur ce bug en particulier, qui serait capable de me dire « Ah oui, c'est parce que c'est vraiment juste à cause des anneaux de convergence. Si tu prends ton châssis et tu le remets sur l'autre tube, ça va être parfait. » J'adorerais entendre ça. Bon, ben c'est pas aujourd'hui que ça va se régler. Alors, on va terminer la capsule là-dessus. Je vais aller me rouler en petite boule dans mes draps, manger un sac de chips et une crotte de fromage, et réviser mes plans d'avenir.